on va parler de stratégie thérapeutique dans le glaucome. Vous avez entendu hier M. Norman peut-être vous parler du Lumigan 01. Enfin, les prostaglandines, c'est devenu quelque chose de très régulièrement utilisé et ça nous sauve de pas mal de situations. Ça fait même en sorte que, on dirait, la chirurgie du glaucome a régressé en termes on en fait moins qu'avant. Mais néanmoins, quand on opère maintenant, souvent on a des difficultés parce que la surface oculaire a été modifiée et il faut prendre en considération cet aspect des choses parce que ça représente un critère d'échec de la chirurgie vitale. Voilà, on va passer vite là-dessus pour pouvoir vous dire déjà d'emblée que la prise en charge du glaucome, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, vous le savez, c'est quelque chose de compliqué et c'est difficile d'uniformiser une conduite à tenir. Néanmoins, ce qui est intéressant de mon point de vue aussi en matière de glaucome, c'est qu'on a des guides qui nous disent voilà ce qu'on a le droit de faire, voilà comment les études ont démontré qu'on pouvait préserver la vue de nos patients. Donc voilà. Donc vous le savez déjà d'emblée, le glaucome c'est une maladie du nerf optique et dont le but de la prise en charge, et ça c'est très important de se le rappeler à chaque fois qu'on prend en charge un patient, c'est de préserver la fonction visuelle. Cette fonction visuelle va de pair avec la qualité de vie. Donc quand il y a un choix à faire, un choix arbitré, il faut avoir aussi cette notion en tête de qualité de vie et ce pour un coût acceptable pour la société ou pour le patient qu'on a en face de soi. Et la seule stratégie qui soit démontrée, c'est la baisse de la pression intraoculaire. Alors, pourquoi est-ce qu'on traite un glaucome? C'est une question que l'on est en droit de se poser. Et bien, c'est parce que toutes les études démontrent qu'un patient traité va mieux qu'un patient non traité, et ce à tous les stades de la pathologie, que ce soit au niveau de l'hypertonie intraoculaire, au stade de glaucome débutant, au stade de glaucome très avancé. Néanmoins, sur cette photo, vous voyez les patients traités et les patients non traités. Même les patients traités évoluent. Donc, il ne faut pas être trop ambitieux. C'est-à-dire que quand vous prenez en charge un patient, on ne peut pas dire à un patient on va stopper l'évolution du glaucome. On va juste freiner l'évolution, ralentir l'évolution. Ça, c'est super important. Et pourquoi on traite? Parce que l'évolution naturelle, elle n'est pas favorable du tout. Les patients... Alors, il y a des gens... On va prendre en charge à 98 ans, par exemple, un patient qui arrive avec un glaucome débutant. Je ne vais même pas forcément le traiter parce que je sais que ses yeux vont survivre à sa vie et il n'y a pas de raison de l'embêter avec des gouttes qu'il va avoir du mal à mettre, etc. Mais sinon, si on prend en charge un patient jeune, plus il est jeune et plus on a de chances de voir son champ visuel évoluer. Donc, qui doit-on traiter? Tout glaucome établi, quel que soit le stade. Et même les glaucomes à pression normale. Ça revient assez plus rarement maintenant comme question, mais régulièrement, moi j'avais des gens qui venaient me voir en me disant mais à quoi ça arrive? Et le message était passé auprès des patients qui venaient me voir en me disant mais à quoi ça arrive de me traiter? Parce que j'ai toujours 14 de tension oculaire. Et ça, il y a une étude qui le démontrait bien, c'est que même en cas de glaucome à pression normale, il faut abaisser la pression. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire que le 14 de pression, il n'est pas toléré par le nerf optique de la personne en question. Et même en cas de glaucome à pression normale, il faut abaisser de 30% sa tension. Une question demeure, ça on ne sait pas si c'est vrai ou pas, est-ce qu'il faut traiter les patients au stade de glaucome pré-périmétrique, c'est-à-dire des patients dont on a une papille qui est suspecte, avec un amincissement de l'anneau rétinien, éventuellement d'un déficit fasciculaire, ou l'OCT est éventuellement anormal, éventuellement le champ visuel FDT, vous savez, qui explore la voie magnocellulaire et qui se dégrade plus précocement que le champ visuel blanc-blanc. Ça, on ne sait pas répondre à cette question parce qu'il n'y a pas d'études qui démontrent formellement l'intérêt de traiter dans ce cas de figure-là. En revanche, on sait qu'au stade d'hypertonie intraoculaire, il n'y a pas d'intérêt à traiter, sauf facteurs de risque associés qui se cumulent. Parce que vous savez pourquoi? Ça, c'est l'OHTS qui nous a répondu à cette question. Quand on a une tension supérieure à 21, on a une chance sur 10 de développer un glaucome, c'est-à-dire une souffrance du nerf optique en rapport avec la tension. Donc, dans les 9 cas résiduels, il n'y a pas de glaucome qui va survenir. Donc, il n'y a pas de raison de traiter les 9 personnes pour en préserver un seul.
Mais là, on va discuter au cas par cas. Après, on va voir avec le patient quel est son degré de stress, quel est le chiffre de pression, quel est son contexte familial, est-ce qu'il a une dispersion pigmentaire associée, etc., etc. Et ça va nous faire nous engager dans un sens ou dans l'autre en fonction du traitement. Et l'algorithme de simplifier, on commence classiquement par un traitement médical. Il y a quand même des petites exceptions à ce que je vous dis, mais ça c'est les recommandations de l'EGS. On commence par un traitement médical et généralement par une monothérapie. On va implémenter après le traitement en fonction du résultat pressionnel. Et classiquement, on passe par une surenchère, par une bithérapie, éventuellement fixe pour favoriser l'observance. Si ça ne va pas, on va y associer des traitements laser. Et si ça ne va pas, on passe au stade chirurgical. Il y a par exemple des cas cliniques où on va plus vite passer à la stratégie chirurgicale d'emblée parce qu'on sait très bien que de passer par un traitement médical va nous faire perdre du temps et va mettre en jeu le pronostic visuel du patient. C'est des cas de glaucome juvénile avec des tensions qui sont au plafond 40 et un nerf optique les gens arrivent généralement avec des nerfs optiques extrêmement dégradés. C'est souvent des personnes qui n'ont pas besoin de lunettes, donc ils ne vont pas voir le patient et ils sont à 40 pendant quelques années, donc ils arrivent avec des nerfs optiques complètement excavés. Donc cela, moi je pense qu'il faut aller très vite vers ça. C'est les cas de glaucome qu'on récupère avec des tensions assez peu élevées, mais avec au stade terminal. Cela aussi, je pense qu'il faut aller très vite vers la chirurgie, et si possible vers une chirurgie non perforante, pour éviter justement les wipe-out, les emports du point de fixation. Et à chaque fois, on essaye d'individualiser le traitement en fonction du patient qu'on a en face de soi. C'est pour ça que je vous disais, c'est difficile de vous dire voilà comment on fait. C'est le concept de la pression intraoculaire cible, où on va finalement prendre en considération l'âge du patient et on met en perspective son espérance de vie, l'atteinte initiale, la pression au moment de la découverte du diagnostic. On va prendre en considération la vitesse de progression. C'est ça aussi, un patient qui se dégrade très vite, on va très vite passer la vitesse supérieure. Un patient qui se dégrade plus lentement, on peut respecter la dégradation. Si ça ne met pas en jeu le pronostic visuel. On va prendre en considération les facteurs de risque associés. Par exemple, un patient qui a justement une pseudo-exfoliation capsulaire, qui a des pics pressionnels, un équilibre pressionnel qui est trop relatif. Parmi les facteurs de risque aussi, il y a la mauvaise observance. Cela aussi, vous allez passer vite à la chirurgie. On va prendre en considération l'état de l'œil adepte, parce que très souvent, on a l'exemple de l'autre œil. Si par exemple un patient a déjà perdu un œil par glaucome, vous n'avez pas non plus d'attendre de reproduire la même histoire sur l'autre œil. Il faut aussi aller plus vite. Et le choix du patient. Il y a des patients qui ne veulent absolument pas entendre parler de chirurgie. Et là, on est obligé aussi de faire en sorte d'optimiser la situation, même si le patient ne peut pas aller dans le sens où on veut aller. Les options thérapeutiques, on les a vues. Et on va voir un petit peu quelles sont les possibilités maintenant en termes de traitement médical. Vous avez 5 familles de traitements locaux qui sont susceptibles d'abaisser la pression. Les analogues de prostaglandine, on en a parlé, c'est ceux qui permettent d'abaisser la pression de façon la plus marquée. Les bêta-bloquants, les agonistes adrénergiques, les inhibiteurs d'amylase carbonique et la pilocarpine qu'on n'utilise plus. Quand on initie un traitement médical dans le glaucome ou dans l'hypertonie intraoculaire, on doit savoir à peu près quel est l'effet de nos médicaments. Quand on met par exemple une prostaglandine en route, on attend une baisse pressionnelle aux alentours de 30%. Quand on met un bêta-bloquant, c'est 25%. Les effets ne sont pas accumulatifs, c'est-à-dire que quand vous associez un bêta-bloquant et une prostaglandine, vous n'allez pas obtenir 55% de baisse pressionnelle. Mais il faut avoir ça en tête parce que d'une part, ça vous permet de dire est-ce que je peux espérer laisser mon patient sous traitement médical ou est-ce qu'il va falloir que je fasse autre chose. Donc ça permet de préparer le patient d'une part. Et d'autre part, c'est un signe indirect d'efficacité du traitement. Si le patient arrive avec une baisse pressionnelle vous attendez 30% et avec une baisse pressionnelle de 1 point par exemple, vous allez vous dire ce patient il n'a pas forcément bien mis ses glues. Ça, pour moi, c'est aussi important à avoir en perspective. Je vous le disais, donc il y a moins de chirurgies filtrantes qui sont pratiquées à l'heure actuelle et la faute à qui aux analogues de prostaglandine. On est très content de les avoir, c'est pas ce que je veux dire, mais du coup on fait moins de chirurgie. Quand j'ai commencé l'ophtalmologie, on faisait très rapidement des trabéculectomies et j'ai vraiment le sentiment le souvenir que j'en ai, c'est que les trabéculectomies d'il y a 20 ans, elles fonctionnaient mieux que les trabéculectomies de maintenant. Et c'est un peu généralisé comme impression et on incrimine justement le fait que les patients sont très longtemps sous collyre.
Donc ça modifie leur surface oculaire, ça induit une réaction inflammatoire subentrante au niveau de la surface oculaire qui fait que la réponse à la chirurgie est moins efficiente. Pourquoi? Parce que l'inflammation se fait le lit de la fibrose. Notre ennemi en matière de chirurgie du glaucome, c'est la fibrose, et cette fibrose, elle est conduite par l'inflammation. Et c'est pour ça aussi qu'on prépare les chirurgies en donnant des anti-inflammatoires. Alors après, si on initie un traitement, on fait une monothérapie, et puis ça marche moins bien. Il faut se rappeler, la première cause de non-efficacité d'un traitement, c'est les gouttes qui ne sont pas prises. La deuxième cause, c'est qu'on n'a pas fait notre travail correctement et qu'on n'a pas fait une gonioscopie pour déterminer si l'angle est ouvert et fermé. Si vous avez un glaucome, et ça c'est par exemple le premier diagnostic différentiel du glaucome à pression normale dans nos consultations, c'est le glaucome par fermeture de l'angle. C'est-à-dire qu'on nous adresse un patient en disant voilà, il se dégrade, je le retrouve une tension toujours à 12, et en fait il a 12 au moment de la consultation, mais sans doute la nuit quand la pupille se dilate, il fait des crises subintrantes de fermeture de l'angle et il dégrade son nerf optique. Donc la gonioscopie c'est incontournable avant de mettre un traitement en route. Parce que dans le glaucome par fermeture de l'angle, vous avez des traitements laser qui permettent de restaurer d'une certaine façon l'anatomie quand c'est pris au stade de début et qui aident le traitement médical à fonctionner. Par exemple, un patient qui a une fermeture de l'angle réouvable en gonioscopie dynamique, à qui vous allez mettre un traitement en route, ça ne va pas forcément fonctionner et vous faites l'IP et tout de suite ça va mieux. Donc c'est vous dire que ça c'est important à prendre en considération. L'observance on l'a vu. Et après, est-ce que c'est le bon choix thérapeutique? Et c'est là où on va éventuellement surenchérir. Donc on dit classiquement, s'il n'y a eu aucune efficacité, on change de famille d'hypotonisant oculaire. Admettons, vous avez quelqu'un qui a les yeux bleus, à qui vous ne vouliez pas mettre des analogues de prostaglandine, et vous avez proposé des bêta-bloquants. Il arrive, la tension était à 23, il revient, elle est à 23. Les recommandations, c'est de dire qu'on va changer de monothérapie, de famille thérapeutique, et on va mettre une prostaglandine pour le coup pour voir, ou faire une trabéculoplastie, ou autre chose. Ensuite, on peut envisager une bithérapie. Et quand on envisage une bithérapie, l'astuce, c'est essayer de cumuler deux principes actifs qui ont des effets qui vont dans le même sens, cumulatifs. Par exemple, vous allez donner effectivement un analogue de prostaglandine qui va favoriser de l'humeur aqueuse, et vous allez proposer en parallèle un bêta-bloquant qui va diminuer la production d'humeur aqueuse, donc un effet cumulatif pour le coup, tout en sachant que, vous le savez comme moi, au début on avait des réserves concernant les associations fixes. C'est quand même des médicaments qui sont formidables parce que d'une part il y a une seule prise théorique. Alors je vous dirais de temps en temps il m'arrive aussi de remettre un bêta-bloquant le matin quand je donne une association fixe le soir qui cumule analogue de prostaglandine et bêta-bloquant. Pourquoi de temps en temps je remets une goutte de bêta-bloquant le matin? C'est pour justement respecter l'équilibre pressionnel dans la journée, durant le nictémère. Parce que vous savez que le bêta-bloquant qui est dans l'association fixe n'est pas une forme à libération prolongée. Et donc théoriquement, si on veut respecter les posologies, il faut mettre à 12 heures d'intervalle 2 gouttes. Mais globalement, dans la majeure partie des cas, vous mettez une goutte de Ganfort, de Duotrap ou de je sais plus, Zalacom. Vous mettez une goutte le soir et généralement le patient va bien avec ça. Ça optimise la tolérance des prostaglandines. Vous savez que de mettre le bêta-bloquant, le collier est mieux supporté. On a une baisse pressionnelle supplémentaire et on travaille sur l'observance parce qu'il y a une seule goutte à mettre au lieu d'en mettre deux. Après, voilà, on a vu, je passe. Et alors, comment choisir? Ça, en fonction d'un certain nombre de critères. Mais essentiellement le mode d'action et les contre-indications, c'est-à-dire que les contre-indications des bêta-bloquants demeurent. Il y a certaines contre-indications des prostaglandines. Est-ce que vous pouvez me les dire lesquelles? Pardon? La femme enceinte. Les antécédents plasmodiens et la notion de dème maculaire, c'est 3. Après les traitements laser, qui est-ce qui fait des trabéculoplasties? Alors, monsieur, quand vous faites une trabéculoplastie, parce que théoriquement l'atelier c'est un échange, vous pouvez me dire dans quel contexte vous le faites? Sincèrement, ça fait 2 années que je commence à faire sur un échantillon. Mais sincèrement, je l'ai fait avec un titre pourquoi nos essais sont anti-efficaces. Parce que ça marche mieux en début?
Non, parce que c'est une impression que j'ai, qui est des questions qui ont été posées par des confrères. D'accord. Et donc, généralement, tous les patients avec un ange ouvert, on pose l'indication. Oui. Tous les patients avec un ange ouvert. Avant d'initier le traitement médical. Oui, maintenant systématiquement pour tout le monde et on a sélectionné l'échantillon pour l'étude. Moi, je pense que c'est une bonne idée, notamment au Maroc, vous avez la sécurité sociale quand même, les colliers sont remboursés, plus ou moins. Mais ça peut être une très bonne option parce que d'une part, vous êtes sûr d'une certaine façon que le traitement est pris au moment où vous faites le laser. Et effectivement, le trabéculum n'a pas été modifié par les colliers éventuellement. Mais la réserve, c'est qu'effectivement, le patient peut disparaître de la circulation. Et c'est vrai, là où je vous rejoins complètement, je pense que nos trabéculoplasties sont moins efficaces parce qu'on les réserve souvent en fin de chaîne. Ça marche moins bien. Tout marche moins bien sur les glaucomes avancés. Tout, que ce soit les gouttes, la chirurgie et le laser. Donc c'est vrai que je suis d'accord, et moi il m'arrive régulièrement de proposer ce traitement je vous raconte une histoire personnelle. Mon mari, qui a une 50aine d'années, vient un jour au cabinet pour faire des photos. Ça n'avait rien à voir avec et je prends l'attention, je tombe sur un chiffre absolument. Vous savez, c'est toujours le cordonnier qui est le moins bien chaussé. Et je tombe à la renverse devant son chiffre de pression. Je me dis, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est cette condition? Il a 35, plus que 35. Et je dis, c'est quoi ce truc? Et en fait, il a une dispersion pigmentaire majeure. Champ visuel normal, après on a fait le bilan, OCT, il y a un petit déficit fasciculaire, FDT normal. C'est quelqu'un que j'aime bien a priori. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai fait une trabéculoplastie. Parce que d'une part, la dispersion pigmentaire, ça répond, enfin classiquement ça répond bien, et que je sais que les gouttes c'est embêtant, c'est pas forcément la panacée. Et après, bon, il va y avoir, c'est tout récent, donc du coup, il va y avoir une suite, et après, il faudra sans doute que je fasse une IP, etc. Mais je ne voulais pas commencer par l'IP parce que la tension était très élevée. Je vais vous dire que je rejoins complètement votre point de vue, et je pense que les trabéculoplasties doivent être faites avant de se qu'on fait maintenant. Le mécanisme d'action, vous savez, ça déclenche, je passe très vite parce que ça n'a pas forcément d'intérêt, ça déclenche une cascade d'événements au niveau cellulaire qui, grosso modo, fait en sorte, en agissant sur la matrice extracellulaire, fait en sorte que le trabéculum devient plus poreux et laisse passer plus d'humeur aqueuse. Comment ça se pratique? Ça se pratique avec un verre spécifique et on focalise le spot, alors que ce soit à l'argon ou en SLT. Nous, on fait beaucoup plus de SLT maintenant, de trabéculoplastie sélective. On focalise sur le trabéculum. Il est essentiel de voir clair le trabéculum. En SLT, si on voit le spot un peu flou, c'est pas grave, mais il faut voir clair le trabéculum. Et on fait des impacts qui sont juxtaposés, pas l'un sur l'autre, ça n'a pas d'intérêt, mais juste à côté, sans laisser d'espace. À un moment, on faisait ça, on laissait des espaces. On s'est rendu compte qu'il valait mieux multiplier le nombre d'impacts. 120 impacts, ça marche mieux que 100 impacts, et 160 impacts, ça marche mieux que 120. Il y a une étude toute récente qui le démontre. Moi, j'en étais restée jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je faisais 50 impacts par hémi-circonférence, de la même façon que 2 séances marchent mieux qu'une. Et qu'est-ce qu'on attend comme baisse pressionnelle avec un SLT? On attend à peu près l'équivalent d'un collier, c'est-à-dire entre 25 et 30%. Dans les bons cas, ça va vous faire baisser de 30%, et dans les mauvais cas, de 20 ou 25. Combien de temps? Et pendant combien de temps? C'est pendant 18 mois en moyenne. Non, au bout de combien de temps tu as la baisse? La baisse pressionnelle au bout de 6 à 8 semaines. Ça ne sert à rien de le... Quand j'ai des patients qui viennent me voir des fois, j'ai un copain un jour à qui je ne voulais pas faire son laser, il m'a envoyé chez mon meilleur pote en fait, enfin mon meilleur pote entre guillemets, mais qui fait du glaucome. Et il me dit, tu te rends compte, tu m'as envoyé chez un mec, mais phénoménal, il m'a fait le laser, je suis passée de 20 à 11. Et je lui dis, mais il a pris la tension quand? Il me dit, juste après le laser. Alors je lui dis, alors réjouis-toi pas trop vite, parce que juste après le laser, il y a une inflammation qui est déclenchée et qui peut, rien que le fait de mettre le verre, ça peut abaisser la pression. Ça n'a aucune valeur juste après. Il faut attendre l'efficacité de 6 semaines classiquement. Alors il y a des indications qui ne marchent pas, les angles étroits, c'est même pas la peine de passer par la case, ça ne marche pas, les glaucomes néovasculaires ça ne marche pas, les glaucomes congénitales, le glaucome congénital ça marche moins, le glaucome uvéitique aussi ça marche moins, ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais l'utiliser, mais on ne s'attend pas à avoir une réponse extraordinaire. Et il y a des cas plus difficiles où on ne sait pas faire la part des choses.
là il faut repartir sur ces basiques. Et voilà comment on fait une trabécuoplastie, hein, c'est comme ça. Les options chirurgicales, alors après on envisage une alternative chirurgicale si malgré tout ce qu'on a pu mettre en place ça ne marche pas. Nos chirurgies se sont optimisées, c'est-à-dire que je vous disais elles marchent moins bien parce qu'il y a effectivement ce contexte inflammatoire induit par les collyres, mais elles sont moins dangereuses. Les trabéculectomies il y a 20 ans, on serrait les fesses parce que le lendemain on ne savait pas si le patient allait avoir des épines, c'était horrible parce qu'on faisait des grandes incisions. Maintenant, en ce qui concerne les trabéculectomies, on fait ce qu'on appelle des mini-trabéculectomies, si possible, en conservant la chambre antérieure. Même des fois, on met un terminal d'infusion de manière à maintenir la chambre antérieure en place. Et on fait des toutes petites ouvertures. Il y a même des punches calibrés qui nous permettent de le faire, mais sinon, on fait avec un petit couteau, un petit carré de 1,5 mm sur un mm, et ça suffit largement. Et le volet, il fait 3 mm de large et peut-être 4 mm de long, parce qu'on essaye d'envoyer l'humeur aqueuse très postérieure. Pour la sclérectomie, c'est une chirurgie extraordinaire qui s'adresse, extraordinaire en matière de chirurgie du glaucome, ce qui relativise pas mal les choses. Ça concerne les glaucomes à angle ouvert exclusivement, ça ne marchera pas si l'angle n'est pas ouvert. Et il faut vraiment s'acharner à peler la membrane trabéculaire interne, sinon ça ne marche pas non plus. Et là, on fait des grands volets de 4 mm de large, de manière à avoir la place pour travailler. Et effectivement, ce que vous savez aussi, c'est que ces deux chirurgies filtrantes, le résultat, c'est ce qu'on cherche à obtenir, c'est les bulles de filtration. Et le pendant, c'est que les bulles de filtration, c'est susceptible de poser des problèmes toute la vie durant, puisqu'elles peuvent s'infecter, elles peuvent moins marcher, elles peuvent s'encapsuler, etc. Donc c'est des patients qu'on suit de toute façon après. Et l'échéance chirurgicale, à mon avis, il faut passer un petit peu de temps avant pour préparer la surface oculaire. Et ça, il y a des études qui démontrent qu'à partir du moment où on prépare la surface oculaire, le pronostic des chirurgies filtrantes est meilleur. C'est-à-dire qu'on s'organise pour essayer de limiter la dose de conservateur, de collyre conservé, quitte à faire un passage sous Diamox un mois avant. On recommande aux patients de mettre un anti-inflammatoire soit stéroïdien qui ne soit pas trop hypertonisant, soit un anti-inflammatoire non stéroïdien. On fait une chirurgie propre. Alors il y a des gens qui vont vous dire il vaut mieux ne pas faire trop de coagulation. Moi, quand il y a du sang, je ne sais pas opérer. Je perds mes moyens, je vous le dis. Donc je fais beaucoup de coagulation. Et je fais beaucoup de coagulation. Je fais une coagulation raisonnée. Mais ça s'ouvre très vite les vaisseaux après. Donc les gens qui vont vous dire... et puis le sang, ça comporte aussi des facteurs pro-inflammatoires. Il faut se donner les moyens d'opérer correctement. Utiliser des fils de suture qui ne soient pas trop agressifs, justement, pour ne pas déclencher là encore une crise, une réaction inflammatoire post-opératoire. On va utiliser volontiers, maintenant, il est exceptionnel, c'est souvent pour les enfants que je n'utilise pas d'antimitotique et encore, parce que maintenant c'est quasi systématique. Toutes mes chirurgies filtrantes ont un peu de mitomycine à 0,2% que j'applique sur la sclère, très en postérieur, là encore, pour éviter d'avoir les bulles kystiques qu'on a au limbe, pendant 2 minutes, classiquement, plus si jamais le patient présente beaucoup de facteurs de risque d'échec chirurgical. Et après, on va les surveiller, parce que si on considère qu'il y a trop de vaisseaux, que la bulle est inflammatoire, mais il faut faire des injections d'anti-inflammatoires, il faut augmenter la dose de gouttes éventuellement, faire des needling. La gestion d'une bulle de filtration, on dit classiquement que la moitié du travail est faite au bloc opératoire et l'autre moitié est faite en post-opératoire. Et les patients, il y a que vous suivez après une chirurgie filtrante, il y a le post-opératoire immédiat, je dirais dans les 10 jours qui suivent la chirurgie, vous allez vérifier l'aspect de la chambre antérieure, vous allez vérifier qu'il n'y ait pas de Seidel, vous allez vérifier la récupération visuelle, l'aspect du fond d'œil, etc. Et puis il y a une zone temporelle stratégique, c'est au bout de 3-4 semaines, quand la fibrose se met en place, ne pas hésiter là aussi à revoir le patient, ça coïncide avec la consultation de 1 mois après la chirurgie, pour vérifier qu'il n'y a pas de fibrose intempestive prématurée qui faille lutter contre. Un petit point aussi, quand on fait une sclérectomie non perforante, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de décompression brutale du globe oculaire. Donc c'est intéressant notamment dans les glaucomes avancés parce que finalement ce qu'on redoute c'est que le patient perd brutalement sa vision après l'intervention. On a fait une étude justement là-dessus, on s'est rendu compte qu'avec les sclérectomies profondes on n'avait quasiment plus de perte de l'emploi du point de fixation.
Et d'ailleurs, à ce propos, sur les glaucomes avancés, les détracteurs de la chirurgie dans ces cas-là, ils disent souvent, oui, mais je pense que le patient va perdre sa vision, il ne va pas tolérer la chirurgie. Tout ça, c'est basé sur une étude qui remonte aux années 60, qui disait qu'effectivement, il y avait 6%, à l'époque, on faisait les grandes ouvertures de trabéculectomie, il y avait 6, et on n'avait pas les moyens qu'on a à l'heure actuelle, 6% d'emport du point de fixation. Mais parmi ces 6%, je suis sûre qu'il y avait des gens qui avaient des maculaires, il y a des hypotoniques, il y a des décollements choroïdiens, etc. et qu'on ne voit pas. C'est vous dire que quand vous avez l'impression qu'un patient échappe au traitement médical et au traitement laser, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller à la chirurgie. Mais je pense qu'au Maroc, vous devez avoir une approche plus saine aussi de la chirurgie, parce que les patients comprennent peut-être moins l'importance de l'observance, etc. En France, classiquement, on réserve les cas chirurgicaux quand plus rien n'a fonctionné. Et souvent, c'est des cas qui répondent moins favorablement. Alors, ce qu'il faut savoir en matière, c'est ce à quoi je voulais venir, c'est quand on fait une chirurgie non perforante, vous voyez, on obtient un amincissement au niveau du trabéculum qui est visible comme une zone un peu translucide. Et assez régulièrement avec cette chirurgie, pour certains, ça fait partie même de l'acte chirurgical, il y a une remontée pressionnelle qui peut se faire dans les semaines, dans les mois, dans les années qui suivent l'intervention. Avant de reprendre les colliers hypotonisants, il est intéressant de faire ce qu'on appelle une goniopuncture, ça se fait au laser iode, et en fait on ouvre la fenêtre trabéculaire qui a été amincie chirurgicalement pour redonner vie à cette chirurgie a posteriori, en augmentant le flux à ce niveau-là. Et voilà comment ça se présente en OCT visante. Vous voyez la membrane trabéculaire qui est résiduelle et qu'on perfore au laser, et du coup vous voyez le passage direct. Les antimitotiques, j'en ai parlé. Après, certaines personnes dont je faisais partie utilisent des adjuvants, c'est-à-dire des drains pour maintenir l'espace de décompression ouvert. On les a plus à notre disposition. Le dernier qui était disponible, c'était l'Aquaflow de Star, et il est plus commercialisé en France, donc on n'a plus ça. Après, dans les glaucomes réfractaires, c'est-à-dire les glaucomes chez qui on a déjà tenté une chirurgie et qui ne marche pas, on est amené de temps en temps à poser des dispositifs de drainage. Vous avez entendu sans doute parler de la valve d'Amel, mais aussi des drains de Derwelt et compagnie. Généralement, effectivement, on les réserve aux gens qui ont déjà été opérés par une première chirurgie filtrante. Les anglo-saxons les proposent beaucoup plus facilement, des fois même avant la réalisation d'une trabéculectomie. C'est discutable parce que ce sont des dispositifs qui coûtent cher et dont on n'a pas démontré la supériorité en matière de baisse pressionnelle que la trabéculectomie. Donc en France, on garde toujours cette indication pour les glaucomes qu'on n'a pas réussi à traiter autrement. Et là, c'est la grande vague des MIGS. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Les chirurgies mini-invasives du glaucome, qui ne sont pas si mini-invasives que ça, parce qu'il y en a certaines d'entre elles qui créent des bulles de filtration avec les mêmes problématiques que les chirurgies courantes. Toujours est-il que elles sont très en vogue, et vous avez notamment le Zen, qui nous permet de faire communiquer la chambre antérieure et l'espace conjonctival. Là aussi, c'est des dispositifs qui ont un certain coût et qui ne font pas mieux que les sphérectomies et consorts. Et donc du coup, quand vous savez que le prix du petit dispositif là, coûte à peu près 700 € et que globalement, il y a des gens qui ont eu un engouement féroce il y a 2 ans et qui sont revenus vraiment en arrière, je ne suis pas sûre que ce soit aussi intéressant que ça. Après, vous avez des petits dispositifs qu'on met, des petits shunts trabéculaires qu'on met au décompte de la phaco quand on veut faire un geste sur la pression. Un patient qui est candidat à une chirurgie de la cataracte, on veut faire un geste en plus concernant le glaucome, on peut mettre ce petit drain dans le trabéculum et ça permet éventuellement d'alléger un patient qui a 3 colliers, de lui en donner plus que 2 après, de faire un peu plus. Et ça peut avoir aussi un intérêt justement chez un patient qui est à peu près équilibré et dont on redoute les pics pressionnels post-opératoires. On peut mettre ça pour éviter justement. Mais il ne faut pas leur demander de vous mettre une tension à 12 et de supprimer le traitement, etc. Ça ne remplace pas les chirurgies classiques. Bon, ça, je passe dessus. Voilà le dispositif Zen mis en place. Je passe les films parce que ça peut, sincèrement, ça n'a pas forcément d'intérêt. Il y a un autre dispositif qui s'appelait MIGS qui a été retiré du marché. Je vous en parle parce que là aussi, c'est pour vous encourager à de la réserve et de la critique par rapport à ces dispositifs. Il a été retiré du marché parce qu'on a constaté qu'il entraînait une perte de cellules endothéliales.
Mais les autres dispositifs n'ont pas testé leurs répercussions sur les cellules endothéliales. Donc on ne sait pas. On fait des choses et on ne sait pas quelles sont éventuellement les répercussions. Et globalement, voilà un petit peu l'algorithme. Si vous voulez, si vous avez un patient glaucomateux et qui est candidat à une chirurgie, voilà en fait en fonction de la pression intraoculaire cible que vous voulez obtenir, ce que vous pouvez proposer. Alors une phaco, on dit classiquement, de temps en temps il y a une petite baisse de pression. C'est d'autant plus vrai que le patient a un glaucome par fermeture de langue. Dans le glaucome à angle ouvert, globalement, la phaco, un an après, on est au même niveau de chiffre de pression qu'un an auparavant. Par contre, en glaucome par fermeture de langue, moi, il m'arrive régulièrement de proposer d'abord la phaco et ensuite la chirurgie filtrante, de le faire de façon séquentielle, parce que déjà, je me base sur la baisse pressionnelle induite par la phaco dans ce contexte spécifique, et que je me dis, si jamais j'ai la chance de réouvrir l'angle, je peux proposer éventuellement une sphérectomie profonde, qui sera plus safe pour le patient que la trabéculectomie perforante. L'EMIG, si vous voulez obtenir un petit peu plus, le XEN qui permet d'obtenir une baisse pressionnelle plus importante, et TRAB et tube sphérectomie qui permettent d'obtenir plus facilement la baisse pressionnelle. Une situation qui se présente, et c'est le dernier cas de figure, c'est quand le patient s'aggrave après une chirurgie filtrante. C'est pas si rare que ça. Nos patients, je vous l'ai dit, continuent de s'aggraver. Et moi, je le dis même volontiers aux patients qui sont candidats à la chirurgie, je dis, mais on va vous opérer, mais malheureusement, vous aurez quand même un glaucome, et je peux même vous dire quelque chose d'encore moins sympa, c'est qu'il va continuer de se dégrader après la chirurgie, mais ça va freiner vraiment. Mais voilà, donc il n'est pas exclu qu'un jour, vous ayez à reprendre les gouttes. Très souvent, nos patients glaucomateux, ils ont besoin de la chirurgie et d'un collyre éventuellement à côté. Et en fait, on reprend exactement la même façon de penser, c'est-à-dire qu'on cherche en matière de glaucome toujours à faire des économies de tissus, de médicaments, etc. parce qu'on évalue les choses en bon père de famille, entre guillemets, sur la durée de la prise en charge de nos patients. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on tente déjà de ressusciter la première chirurgie. Comment on va le faire? Les niblings, ça peut marcher des années après, quand vous avez une bulle encapsulée, ça vaut le coup d'aller mettre un petit coup d'aiguille pour abaisser les ponts fibreux. Ça marche même des années après. De réaliser une gonioponcture, même des années après, ça marche, si vous avez des patients qui ont été opérés de sphérectomie. Puis si ça ne marche pas, ne vous précipitez pas tout de suite sur une nouvelle chirurgie. Souvent on nous dit il va falloir réopérer. Non, on reprend le traitement médical. Ça, c'était le cas d'une patiente aussi, ça vous pouvez avoir, qui a été opérée de sphérectomie profonde 2 ans avant, et qui vient un jour en me disant j'ai très mal à l'œil, j'ai eu une bronchite, en plus là je ne sens pas, j'ai un problème, je pense que j'ai une infection à l'œil de ma bronchite. Et en fait elle avait toussé très fort et elle avait rompu sous les efforts de toux la membrane trabéculaire qui avait été amincie, elle avait une incarcération urinaire. Et cette dame en fait, on a dû la reprendre parce qu'on peut faire des iridoplasties au laser et des gonioplasties, mais il a fallu la reprendre au bloc opératoire de manière à compléter la trabéculectomie et réaliser l'iridectomie périphérique. Vous avez coupé les risques? Ouais, je suis retournée, j'ai pas eu d'autres moyens. Il n'a pas voulu Généralement, on met un peu de pilot pour essayer de rétracter. On fait un petit peu de laser pour éloigner l'iris du site, ça marche très bien. Mais il y a des cas où l'iris est carrément sous le volet et on ne peut rien faire que d'autre que de retourner au bloc. Et je vous disais, c'est pas parce qu'une chirurgie filtrante n'a pas marché qu'il faut refaire une chirurgie filtrante à côté. On commence par reprendre la même stratégie, c'est-à-dire on reprend le traitement médical, si ça ne marche pas, éventuellement des traitements laser, si ça ne marche pas, là on fait la nouvelle chirurgie. Je crois que j'ai fini. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres partages? Oui. Ça approche de la question Ah non, attendez, j'ai pas fini. Excusez-moi. J'ai pas fini. Parce que si ça ne marche pas, il y a aussi un autre truc. On a vu, excusez-moi, 1000 fois. On a vu qu'il y avait des médicaments je vous reprends tout de suite, qui permettaient d'évacuer l'humeur aqueuse. Et il y a des chirurgies qui permettent d'évacuer l'humeur aqueuse. Et il y en a d'autres qui permettent d'abaisser la production. Et c'est un cyclo-affaiblissement. Et vous avez maintenant on a classiquement le cyclodiode, maintenant on a des lasers micropulsés qui nous aident, on a éventuellement les ultrasons sur lesquels il y avait eu une campagne de communication absolument hallucinante et les patients pensaient que ça allait résoudre le problème du glaucome. Ça ne le résout pas, mais ça nous aide justement dans les cas où on a besoin d'abaisser la pression et quand la chirurgie ne marche plus.
ça fait partie de notre arsenal thérapeutique, tout en sachant que, rappelez-vous, le primum movens du glaucome, c'est une altération à l'évacuation des fluides et qu'il y a un équilibre, comme c'est de la tuyauterie entre guillemets, quand il y a moins d'évacuation, la production est moindre. Et c'est pour ça, par exemple, que quand vous avez une chirurgie qui ne marche plus, la tension peut augmenter très très haut. N'attendez pas non plus de baisse pressionnelle énorme avec ces cycloaffaiblissements, ça fait baisser de 30% dans les bons cas. Quand on surdose, on court le risque d'obtenir une phtise sur les yeux qui ont été multi-opérés, etc. Donc il faut peser là encore le pour et le contre. Que ce soit transconjonctival ou... Généralement, c'est vrai que là vous pointez du doigt l'endolaser, qui est très prometteur parce qu'on voit sur les yeux pseudophaques, aphaques, qu'on a accès au corps ciliaire, on voit directement ce qu'on fait et donc on voit la rétraction du corps ciliaire. Ça marche, à mon avis, c'est mieux, mais on a une expérience toute faible. Qu'est-ce que vous vouliez dire? C'est juste à propos de l'idée qu'on fasse moins de chirurgie chez nous, c'est vrai. Et là, je vois, à mon avis, il y a deux problèmes. Le premier, c'est la technique. Quand on sait faire une chose, on l'a fait. C'est la chirurgie cataracte, parce qu'il n'y a pas moins de risques de la chirurgie cataracte, surtout lorsqu'on fait l'extra, on ouvre de trouver à l'intérieur. Donc la trappe, c'est moins. Et le deuxième, peut-être qu'on a une idée qui nous ennuie depuis longtemps, mais c'est un discours avec une façon qui est parce qu'on trouve un malade se récollir avec un ophtalmo, peut-être moi, et il passe des années, et il perd des points, des bicellaires, et après peut-être il fait un champ visuel chez un orthoptiste qui lui dit ah ton champ visuel c'est dégueulasse, l'orthoptiste il peut lui dire, et après il passe à un autre ophtalmo et il perd également quelques bicellaires, jusqu'au stade d'agonie. Mais je suis archi d'accord, sans compter sur la psychologie, ça on pourrait parler pendant des heures, des patients glaucomateurs qui passent d'un autre, c'est très classique, qui passent d'un ophtalmo à l'autre, qui ont plus confiance, qui doutent des gouttes, qui disent, c'est classique. Je vous raconte une histoire, une jeune patiente glaucome juvénile, 40 de tension, découverte par un collègue. Le collègue voit le champ visuel, mais il me l'envoie. Il me l'envoie, on la programme, elle disparaît on la programme au bloc opératoire parce que je me disais, en plus je la sentais pas, je l'ai vue une première fois pour faire le champ visuel, elle avait mis les gouttes, la deuxième fois je la revois en consultation, elle était de nouveau à 40. Je lui dis, il va falloir vous opérer, donc elle est sur le bloc opératoire. Et un soir, je reçois un coup de fil d'un autre collègue, quelques mois après, qui me dit, mais qu'est-ce que t'attends pour l'opérer? Elle est en train de devenir au programme, elle a disparu de la circulation, je l'ai appelée, elle n'a pas répondu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc elle est revenue là, elle va être opérée la semaine prochaine. Mais c'est vous dire, le glaucome c'est difficile, et c'est difficile notamment parce qu'il faut coller à la psychologie de notre patient. Et pour aller dans votre sens, on a tout intérêt à avoir un discours à peu près uniformisé sur tous les intervenants qui sont là auprès des patients, les orthoptistes, les opticiens, les ophtalmos, de manière à ne pas casser du sucre les uns sur les autres, parce que c'est pas rendre service aux patients. Il faut dire aux patients, voilà, vous avez une maladie grave, c'est une maladie qui peut vous rendre aveugle, vous avez différents traitements, il faut que vous soyez sérieux. C'est comme le diabète, c'est une maladie chronique, il y aura des hauts et des bas, moi je leur dis, il y aura des moments où vous aurez moins envie de mettre vos gouttes, et ben, il ne faut pas hésiter à revenir vers moi et à me dire quand ça ne va pas, parce que ça ne sert à rien de faire l'autruche, c'est vrai. Mais le seul moyen, c'est effectivement de former et de sensibiliser les uns et les autres. Oui. La conduite à tenir devant un glaucome malade. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez l'occasion de recevoir opérer un glaucome malin, c'est la catastrophe. Le glaucome malin, c'est compliqué. Alors, c'est la bête noire, effectivement. Il faut savoir se méfier. Enfin, déjà, il faut agir en préventif, je trouve, pour éviter les glaucomes malins. C'est d'une part, si vous regardez la littérature, les glaucomes malins surviennent volontiers dans les fermetures de l'angle et dans les cas de trabéculectomie, parce qu'il y a une avancée du bloc irido-cristallinien et il y a une projection antérieure du corps ciliaire. Le glaucome malin survient sur les terrains privilégiés d'iris claqués. Donc dans ces cas-là, moi ce que je fais, avant de proposer la trabéculectomie, je leur fais un mini cycloaffaiblissement de manière à réfracter le corps ciliaire.
Et à chaque fois que je peux éviter de faire une trabéculectomie sur un œil pâle, j'évite. Je préfère enlever d'abord le cristallin et faire la trabéculectomie secondairement. Maintenant, quand le patient a un glaucome malin, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vous avez plusieurs choses. Il faut essayer de faire une phaco si le cristallin est en place, faire une vitrectomie et une iridozonulectomie. Une capsulozonulo faire communiquer la chambre antérieure et la cavité vitréenne, parce qu'en fait, il y a une mauvaise circulation des liquides à l'intérieur de l'œil, et c'est le seul moyen. Maintenant, c'est de très très mauvais pronostics en termes de vision résiduelle. Voilà. Dans les cas graves, parce qu'on a tous des mini-glaucomes malins, même chez des patients qu'on opère simplement de cataracte, vous les retrouvez, c'est des patients que vous suivez pour des glaucomes par fermeture de l'angle, ou même pas de glaucome des fois, et chez qui vous retrouvez dans le mois qui suit la chirurgie de la cataracte une petite myopisation que vous n'expliquez pas. C'est simplement parce que le plan irido, un plan s'est avancé. Et souvent, quand vous les mettez sous atropine, eh ben, leur réfraction revient à la norme. Et vous voyez bien que la chambre antérieure, en fait, c'est un petit peu affaissé. Oui. Le sujet jeune, oui. Il n'est pas vraiment stabilisé. C'est-à-dire qu'on a commencé d'abord par la monothérapie, puis on passe à la thérapie avec toujours une dégradation du champ visuel. Oui. Est-ce qu'on attend d'abord de passer à la thérapie? Non, moi, la chirurgie. Pour moi, c'est une indication. C'est-à-dire monobithérapie et puis pour les patients, dès que la bithérapie ne marche pas, moi, pour les jeunes, je vais très vite à la chirurgie. Très